Bonjour à toutes et tous. Je suis Fabien Clerc, je dirige CSE Matin et je suis ravi de vous accueillir ce matin pour un sujet d'actu s'il en est, qui, si j'en juge par le nombre d'inscrits, puisqu'on est plus de 240 ce matin, vous intéresse, voire vous passionne, le flex office, la transformation des conditions de travail, avec derrière la question du rôle des élus. Et vous remarquerez, on n'est plus sur le télétravail qui était la phase de découverte de la phase 1, on est vraiment sur la transformation profonde de l'environnement et des conditions de travail que nous vivons depuis la crise de la Covid, avec le développement, la tendance à la généralisation de cette forme d'organisation dont on va parler, qui est le flex office dans de nombreuses entreprises, les grandes, mais aussi des ETI, des PME. Alors on verra, c'est quelque chose qui est attendu par les salariés, par même certains candidats sur le marché du recrutement. C'est un sujet qui est posé, les stratégies des entreprises, mais dont les conséquences, on va le voir avec vous, cher Jérôme, sont importantes. On va voir ça au cours de ce webinaire. Et puis, dans cette transformation, les élus de CSE ont un rôle, on va le voir, essentiel à jouer, à la fois pour anticiper les difficultés, pour accompagner la transition. Alors, pour partager avec vous sur le sujet ce midi, j'ai le plaisir de vous présenter Jérôme Tourvieille, qui est responsable de groupe au sein d'Apex Isast, qui accompagne donc au quotidien, mon cher Jérôme, avec vos équipes, de nombreux élus sur le sujet. Bonjour à tous, bonjour Fabien. Alors, peut-être Agnès, qui est la rédactrice en chef de CSE Matin, tu peux nous présenter les modalités. Alors, il y a les habitués qui connaissent bien notre mode de fonctionnement sur ces webinaires. Chère Agnès, dont j'excuse par avance la voix un peu déformée par un vilain rhume. Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme l'idée de favoriser un maximum les interactions, vous en avez peut-être l'habitude, n'hésitez pas donc à poser toutes vos questions et nous les traiterons au fil de l'eau. Nous conserverons, comme d'habitude, une dizaine de minutes au terme de notre échange pour répondre à vos questions. Et sachez également que ce webinaire sera disponible en replay sur CSE Matin, notre média. Donc, n'hésitez pas à partager avec vos confrères, amis, collègues au sein de votre entreprise, mais aussi dans vos organisations, les contenus qui sont ainsi présentés. Et on va voir avec Jérôme, l'idée c'est de cheminer ensemble et puis de vous proposer peut-être des éléments stratégiques pour vous aider, vous accompagner dans la façon d'appréhender au mieux dans vos entreprises, dans vos organisations, dans vos administrations, ces bouleversements. Alors peut-être un volet photographique, mon cher Jérôme. Quelle est la tendance aujourd'hui des entreprises? Après, on l'a dit, la découverte massive du télétravail, volontaire ou contraint et forcé pendant la crise de la Covid. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce phénomène du passage au flex office dans les entreprises dans lesquelles vous œuvrez? Eh bien, écoutez, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une forte intensité de missions, un grand nombre d'entreprises qui mettent en œuvre des projets de passage en flex office et de manière très hétérogène. Puisqu'on avait, on peut le dire, ce sujet existait avant la période Covid. On avait des entreprises qui passaient en flex office avec des taux de l'ordre de 80%. Alors quand je dis taux, c'est-à-dire un nombre de postes inférieur à un nombre de salariés, donc par exemple 80 postes de travail pour 100 salariés. Et puis avec la validation Covid quelque part, puisque les entreprises se sont mis massivement au télétravail et derrière ont réorganisé leurs espaces de travail, ou en tout cas ont constaté que le télétravail fonctionnait, donc elles ont validé le télétravail qui s'est déployé et continue de se déployer massivement. Eh bien les entreprises se retrouvent avec des espaces qui sont beaucoup moins utilisés et qui se disent ah bah tiens, je vais chercher à réagir à cette situation et notamment à faire des économies financières. Alors, cet objet, ce sujet de recherche d'économie, il existait avant, mais il existe encore plus aujourd'hui, puisque du fait de ce déploiement massif. Et ce que moi je trouve assez intéressant pour dresser le panorama, c'est qu'on a donc du coup les entreprises qui d'un côté se disent bah tiens, j'ai des espaces à optimiser, je peux faire des économies, donc ça m'intéresse.
Et puis de l'autre côté, les salariés, eux, ont adhéré massivement au télétravail et le perçoivent plutôt positivement et enfin, de manière très majoritairement positive d'ailleurs, quand les proportions restent raisonnables. Et donc, ils voient dans ces projets de passage en flex office, hein, qui est la réponse en local au télétravail, eh bien, quelque part, ils trouvent ce passage légitime parce qu'eux-mêmes sont demandeurs de télétravail. Et j'irai même plus loin, cela sécurise les salariés dans l'acquis du télétravail, puisque si l'entreprise s'organise en flex office, eh bien, c'est que de toute façon, on ne pourra pas tous revenir au bureau tous les jours. Et donc, c'est perçu aussi positivement par les salariés, ou on peut le voir d'une autre manière, ça empêche les salariés de critiquer ou d'enlever de la légitimité au passage en flex office. Mais du coup, qu'est-ce qui n'est absent de ces fondamentaux qui induisent le flex office? Eh bien, c'est le travail, la nature du travail, alors que les espaces de travail, les besoins liés au fonctionnement des équipes, des différents métiers, pourraient être un point d'entrée, et ce n'est pas le cas. Alors, dans cette présentation, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que du coup, on voit depuis la fin du Covid, enfin la fin, je sais s'il y a eu une fin, mais que les entreprises expérimentent beaucoup et que certaines font des passages en flex office prudents, hein, en restant à des taux de nombre de postes par salarié élevés, de l'ordre de 80%, et puis d'autres vont beaucoup plus loin. Et on a même quelques cas d'entreprises qui déploient des taux de flex office de l'ordre de 30%. Donc là, on est à 3 postes de travail pour 10 salariés. On est sur des changements qui sont vraiment très lourds. Alors, ce n'est pas les cas majoritaires, mais ça arrive. Et évidemment, du point de vue des impacts et des conséquences, c'est très différent. En tout cas, ça a le mérite, le ratio extrême, si j'ose dire, du un bureau ou un poste de travail pour 3, de montrer la trajectoire et le caractère profondément transformateur du moment que nous vivons avec ce passage à un peu plus de flexibilité. On va bien au-delà. Alors, je vous parlais de trajectoire. Je ne suis, enfin, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je pense plutôt qu'on est dans une phase d'expérimentation, parce qu'on voit aussi des entreprises qui tâtonnent et éventuellement reviennent en arrière en disant, bah voilà, je suis peut-être allé trop loin dans le télétravail, je vais donc peut-être revenir un peu sur mon dimensionnement. On en a d'autres qui progressent vraiment à pas, hein, qui passent de 80% à 70%, à 60%. Et je pense que de ce point de vue-là, il va y avoir, on va continuer à être dans une phase d'expérimentation avec, comme je vous le disais, nous, on a par exemple voilà, un client, un très gros groupe qui fait exactement ce que je vous ai dit, qui passe, qui année après année enlève des pourcents, c'est-à-dire augmente la densité de ces espaces, mais prudemment. Et puis d'autres qui vont plus franchement. J'ai en tête une entreprise, de nos entreprises qui est à 30%, comment dire, qui l'a fait d'un coup, mais aussi, par exemple, dans ce cas précis, hein, avec en ligne de fond un potentiel plan de restructuration après coup, hein, ce qui montre que parfois le sujet n'est pas décorrélé de la vie d'entreprise, et que peut-être que quand on a une ambition forte de réduction des espaces de travail, ça veut dire quelque chose sur le devenir des effectifs derrière. Parce que, Jérôme, même si on y va progressivement, quand on arrive à des ratios, disons simplement même 60%, voire moins, se pose la question des mètres carrés libérés, du foncier, de la gestion de ce foncier, de déménagement éventuel, qui là, pour le coup, sont une suite structurante pour l'organisation, non? Alors, absolument, et on pourrait dire que le sujet du flex office, de manière classique, hein, il est indissociable des projets de réaménagement, déménagement, hein, puisque l'objectif, c'est de libérer du foncier. Et d'ailleurs, on ne voit quasiment pas, c'est vraiment très très exceptionnel, des projets de flex office à bureau constant, hein, c'est-à-dire qu'on garderait les mêmes bureaux, et on dirait simplement, pour répondre aux besoins de flexibilité, d'agilité, enfin vous connaissez tous ces mots-clés par cœur, on va permettre du flex office dans les mêmes locaux. Non, non, le but, c'est bien de libérer de l'espace, et donc pour acter le gain,
il faut pouvoir du coup rendre cet espace. Alors, soit on a des entreprises qui font de la sous-location, qui disent je garde, j'ai réussi à libérer un étage et donc du coup je sous-loue cet étage et donc j'ai des économies concrètes qui arrivent. Soit je le fais à l'occasion d'un déménagement, j'arrive à une fin de bail, j'avais un immeuble pour 300 salariés et puis je décide que je vais me projeter dans un nouvel immeuble à 200 salariés. Et là, ce qui, moi, me paraît intéressant, c'est qu'on est sur un sujet avec une forte inertie. Parce que si je pars sur un nouveau bâtiment, je pars sur un bail de 9 ans, je me pars sur une projection long terme. Et donc, les choix que je fais vont être structurants sur la durée. Et donc, la réactivité ou le changement le changement de position est plus compliqué, en tout cas, que sur d'autres sujets de réorganisation de l'entreprise. Donc, Jérôme, comme on sait que le passage en flex office est souvent perçu de manière positive par les salariés, il y a aussi donc des intérêts partagés entre les salariés et les entreprises. Alors, oui, ce n'est attention, je ne dirais pas que le flex office en tant que tel est perçu de manière positive. Je dirais que le télétravail, qui est un sujet indéniablement lié, parce que je suis en télétravail, j'ai moins de bureaux, enfin j'ai moins de personnes qui viennent au bureau, donc c'est légitime que je réorganise mon bureau. Donc parce que le flex office est la traduction du télétravail, c'est perçu positivement parce que ça sécurise le télétravail. Mais les salariés eux-mêmes ne sont pas demandeurs de flex office. Ou alors, il faut commencer à rentrer dans le détail et voir que certains métiers, certaines fonctions peuvent dire ah ben oui, le flex office, ça m'intéresse parce que je veux pouvoir changer de position de travail régulièrement, je travaille avec des gens très différents, par exemple, je travaille en mode projet et donc j'ai des interlocuteurs qui changent, donc c'est intéressant. Mais à l'inverse, si vous êtes dans une activité plus de traitement de données avec une équipe stable où vous avez toujours les mêmes interlocuteurs, vous n'avez pas forcément besoin du flex office et là vous allez plutôt le voir comme une contrainte du changement de votre espace de travail parce que c'est aussi des contraintes sur l'espace. Et d'ailleurs, ce que vous décrivez, enfin, le caractère progressif du passage, je note et on va prendre quelques questions au fur et à mesure. Olivier, c'est intéressant parce que tout de suite, nos participants pointent du doigt les sujets que l'on va dérouler au cours de ce webinaire. Et donc, on est bien dans le vécu et les pratiques. Alors, Olivier dit, mon entreprise, dès le début mars, passe en open office à 100%. Les salariés ont une place, pas de bureau attitré, mais dit-il, l'entreprise peut être tentée de réduire ses mètres carrés. C'est la phase d'après dont on vient de parler. La question de libération d'espace, de déménagement éventuel et des surfaces. Alors oui, ce qu'on voit parfois, c'est des entreprises qui disent je vais devoir gérer un changement culturel, un changement de pratique dans l'utilisation des espaces, dans l'implantation des équipes, et donc je peux vouloir faire les choses en 2 temps. D'abord passer en flex office et déménager, par exemple 1 an après ou dans la perspective d'un déménagement. De notre point de vue, cette méthodologie-là, elle a plutôt des défauts, même si on pourrait croire qu'elle est prudente, parce que l'un des sujets, c'est que comme on va utiliser l'espace de manière différente, on a besoin de l'équiper, de l'aménager de manière différente, et ça, les entreprises ne le font vraiment qu'à l'occasion des déménagements. Si je suis dans un simple réaménagement, je reste dans mes locaux, je vais tendance à avoir pas les mêmes budgets, je vais tendance à ne pas investir dans, par exemple, la standardisation de tous les équipements qui est nécessaire pour permettre aux gens de vraiment pouvoir aller où ils veulent. Je vais ne pas transformer l'implantation, augmenter le nombre de salles de réunion, etc. Alors que la question se pose légitimement et à l'occasion d'un déménagement, là, l'entreprise a vraiment les moyens, par exemple, de changer le ratio de salles de réunion ou d'installer des box qui permettent de passer des coups de fil de manière isolée. Donc, bref, de gérer des sujets de fond qu'on va commencer à aborder, qui sont par exemple le bruit, puisque par rapport à la... Alors ça aussi, c'est un des sujets, donc c'est toujours été un sujet, mais c'est aussi un sujet très post-Covid. Les salariés, pendant 2 ans, se sont habitués à des espaces de travail plus calmes, parce que soit ils travaillaient chez eux, soit ils travaillaient dans des bureaux
avec beaucoup moins de personnes. Et quand on leur dit, ben, hop, tu vas revenir au bureau, et puis peut-être tu vas revenir dans un open space, et puis peut-être dans un open space plus occupé parce que j'ai optimisé la surface, et là, du coup, ils se rendent compte à ce moment-là que il y a une vraie différence sonore, il y a une vraie différence de perturbation visuelle, et ils sont assez en attente, en demande de conserver un espace de travail calme comme ils avaient avant. Mais Jérôme, la démarche qu'on peut aussi qualifier de prudente de l'entreprise qui ne sait pas qu'elle va se transformer à ce point et qui veut tester, d'abord, elle peut être parfaitement honnête de la part de l'entreprise. Est-ce que ça ne donne pas aux partenaires sociaux, justement, en tant que vigie, parce que dans les réseaux, parce qu'en se faisant conseiller et accompagner, un rôle de soulever tout de suite en disant oui, mais l'étape d'après, elle risque de passer par un développement, et ne négligeons pas l'investissement, l'aménagement que vous évoquiez des locaux. Alors, évidemment, c'est un sujet sur lequel les représentants du personnel sont, j'allais dire, parfaitement légitimes, parce que c'est un sujet déjà très conditions de travail. Hein, on va parler de l'environnement de travail, et on va en parler sous vraiment plein d'angles qui sont à la fois des angles de sécurité, hein, si on parle d'hygiène, hein, de conditions de travail pures, si on parle de luminosité, de bruit, mais aussi on va devoir parler de l'organisation, parce que souvent ces sujets amènent avec eux des nouvelles règles de travail. L'entreprise va dire, bah voilà, j'ai introduit des nouvelles consignes, voilà. Il y a aussi de nouveaux enjeux, parce que par exemple, la question de l'entraide au sein d'une équipe, la question de l'accompagnement des juniors, se pose différemment, hein, quand je suis en mode flex office, où les salariés peuvent être disposés comme ils l'entendent. Donc, c'est vraiment un sujet complet, et, par ailleurs, du coup, il est assez facilement justifiable, et on en parlera sans doute à la fin, de pointer que c'est un projet important, modifiant les conditions de travail, et que donc l'entreprise doit consulter les salariés, les représentants du personnel, et que les représentants du personnel, dans ce cadre-là, ont le droit, s'ils le souhaitent, de faire appel à un expert pour les aider. Donc on est sur un sujet vraiment de dialogue social assez incontournable, parce que moi je vois quasiment pas d'entreprise qui conteste ce droit à la consultation et à l'expertise, parce que voilà, c'est indéniable que c'est un projet important touchant les conditions de travail. Et du coup, c'est aussi un sujet qui n'est pas forcément conflictuel, hein, par rapport à d'autres, qui peut amener un dialogue social, j'allais dire, de qualité quand les entreprises s'y prêtent. Je vais prendre un exemple, hein. On a, donc, comme je vous l'ai dit, il y a de nombreux projets qui s'inscrivent dans des projets de déménagement. Un projet de déménagement est par nature long. Donc, il ne s'inscrit pas forcément dans une consultation unique. Et ben, les entreprises acceptent souvent, quand les représentants du personnel leur demandent, de faire une consultation en plusieurs phases pour dire, bah, par exemple, on projette d'aller dans un nouveau bâtiment, on n'a aucune idée de comment on va s'y installer, mais on peut discuter aujourd'hui du choix du site, de l'implantation, et il y a des sujets de fond à discuter qui sont, bah, par exemple, les déplacements des salariés. Et puis, plus tard, quand on aura choisi le site, que le projet aura avancé, on pourra faire une deuxième consultation sur notamment le flex office, c'est-à-dire l'aménagement du site, ses équipements, comment je vais l'habiter, qui va être concerné, etc. Et donc là, on a vraiment voilà, des moments qui peuvent s'inscrire dans le projet, et des moments qui sont vraiment légitimes en termes de dialogue social, et de mon point de vue, sans que ce soit vraiment des sujets conflictuels par rapport à d'autres projets. Donc, voilà. Alors, ouais, justement, par rapport aux conditions de travail, Michel a une question assez pratique. Comment réagir si j'arrive sur site et que je n'ai pas de place disponible? Alors, là, vous avez, j'allais dire, la théorie et la pratique. D'accord? Parce que, donc déjà, premier constat, Michel, l'entreprise a été assez ambitieuse, pour le dire gentiment, sur le taux de flex office. Hein, et ça, c'est exactement
l'un des sujets qu'on regardera dans le cadre d'une consultation, c'est quelles sont les projections d'effectifs, quelles sont les hypothèses utilisées par l'entreprise, et est-ce qu'à la fin, quand je regarde les pics de présence, les pics d'absence, etc., est-ce que je vais avoir des situations comme ça? Parce que ce sont des situations très pénibles à vivre, déjà, pour les salariés. Ensuite, en théorie, l'employeur est tenu de fournir les moyens aux salariés de travailler, et s'il ne peut pas le faire, bah, il ne peut pas le reprocher aux salariés. Les salariés s'il n'est pas en capacité du fait de l'absence de moyens, eh ben, le salarié serait légitime à dire bon, voilà, je rentre chez moi et je suis sur un jour travaillé, mais moi je suis à disposition de l'employeur, c'est lui qui est défaillant. Dans la pratique, cela n'arrive pas. Cela n'arrive jamais. Et ce qui se passe toujours, c'est ah bah tiens, je veux m'arranger avec mon manager, est-ce que tu peux pas faire une journée de télétravail aujourd'hui, etc. Donc, ce sujet, malheureusement, j'ai envie de dire, quand il se présente, c'est que le projet, la situation est déjà mal embarquée. Parce que on va pas, il est plus difficile de créer des mètres carrés, ou alors pas forcément souhaitable de densifier les mètres carrés en rajoutant des bureaux pour dire bah tiens, Michel n'arrive pas à trouver de place, donc je rajoute des bureaux. Donc ça fait partie des raisons qui font qu'il faut vraiment bien identifier ces perspectives d'aménagement, d'effectifs, de mètres carrés, enfin de densité, au moment de la conception. Et parce que Laure, dans le prolongement de la question de Michel, mon pointe du doigt le fait que derrière, ça fait naître un stress chez le salarié qui, avant même de formuler ou se pose la question de savoir, il n'était pas prévu ou je ne suis pas certain, ou mon équipe n'avait pas prévu que je sois sur site aujourd'hui. Il se trouve que pour une raison indépendante, j'en ai besoin. Vais-je avoir la place d'eux? Vais-je pouvoir formuler? Vais-je devenir un élément perturbateur parce que j'ai besoin, pour une raison X ou Y, d'accéder aux locaux, et on fait naître, sans l'avoir envisagé a priori, j'imagine, chez l'employeur, voire même chez le manager, une difficulté, et bien une tension chez le salarié lui-même, dans son autogestion de son droit à l'espace de travail. Oui, de son droit et même de sa localisation, parce que ce qu'on voit dans les entreprises où les densités ont été mal évaluées, où elles sont trop fortes, c'est qu'on va voir un certain nombre de cercles vicieux. On va avoir des salariés qui viennent plus tôt le matin pour avoir un poste ou avoir le poste qu'ils souhaitent, parce que les postes ne sont pas équivalents. Je peux avoir des densités plus ou moins fortes en fonction des espaces, je peux avoir des postes qui sont bien conçus et d'autres qui sont mal conçus. Donc, j'ai des salariés qui vont dire, bah oui, moi, je me sens obligé de venir plus tôt parce que sinon, je ne vais pas avoir de bonnes conditions de travail. Donc là, on induit une espèce de compétition à la place et on voit bien qu'on n'a pas, c'est un nouveau sujet qu'on n'a pas du tout envie d'amener en plus. Il y a suffisamment à faire avec les sujets classiques du travail. On a aussi des salariés qui nous disent, par exemple, alors ça pour moi c'est vraiment le symptôme classique de mon projet est allé trop loin et ma situation n'est pas bonne, c'est des salariés qui vont dire, moi, à quoi ça sert que je vienne au bureau si c'est pour être dans un open space avec des écouteurs sur les oreilles, à parler avec personne, autant, si je travaille dans ces conditions-là, autant que je reste chez moi. Et donc ça dit tout du changement de paradigme dont on parlait au début, sur mais qu'est-ce que j'attends en tant que salarié aujourd'hui quand je viens au bureau. Quand je suis dans cette composition télétravail plus flex office, quand je viens au bureau, j'attends notamment la capacité à pouvoir échanger avec mes collègues. Et ça passe par le fait de pouvoir avoir des espaces qui permettent cette collaboration, qui permettent ces échanges, une densité qui ne soit pas trop forte. Donc, ces exemples, et pour moi, ils illustrent qu'en effet, on peut avoir des nouveaux sujets de tension, que ce soit sur cette course aux places ou sur la comparaison de l'espace professionnel versus l'espace de travail à la maison. Alors, pour gérer la course aux places ou finalement le problème organisationnel de gestion de cet espace, il peut y avoir des règles, mais Franck nous dit comment se passe la réservation dans les entreprises que vous accompagnez. Est-ce qu'on réserve à distance son poste de travail? Est-ce qu'il y a des règles d'anticipation? Comment est-ce que les entreprises… Parce que ça montre qu'on est structurant au-delà de la gestion des simples mètres carrés. C'est comme gérer une salle de réunion.
la base, il faut un planning. Eh ben, il faut un planning, et puis l'entreprise va donner de nouvelles règles, et puis éventuellement, elle va donner des consignes aux salariés, et puis des règles aux équipes. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'on a en fait plusieurs configurations. On a l'entreprise qui va dire, moi, je vais donner un outil, je vais mettre en place un outil de réservation, et je vais demander aux salariés de planifier leur présence. L'air de rien, quand je dis des choses comme ça, c'est assez contraignant. Parce que je demande aux salariés de prévoir quand ils seront là. Donc, ça impacte déjà la liberté du choix du télétravail. Et puis, je demande, donc je cherche à structurer les choses. Et dans ce genre de situation, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'en fait, c'est trop compliqué ou c'est trop coûteux de tout le temps changer de modalité de réservation, etc. Et donc, on voit des plannings assez récurrents s'installer. Où en fait, quelque part, les équipes, les managers, les équipes et les salariés trouvent un équilibre en disant, bon, bah voilà, si je ne suis pas là le jeudi et puis le mercredi et que la réunion d'équipe, c'est le mardi, eh ben, c'est bon. Et c'est ma routine. Et après, ponctuellement, je sortirai de la routine. Donc ça, c'est le premier cas, le cas, j'ai envie de dire, où on cherche à se structurer, et c'est légitime, et on met en place un outil de réservation. Le deuxième cas, deuxième situation, c'est bon, on ne fait pas ça. Et alors, ou alors on le bricole, on dit bah, vous mettrez si vous êtes là ou pas sur Outlook, etc. Et le bricolage n'est pas forcément négatif, sauf qu'il faut quand même trouver des modalités de coopération, de communication intra-équipe, parce que le besoin, classiquement, c'est de dire moi je viens sur site, mais est-ce que les membres de mon équipe sont sur site ou pas? C'est important que je puisse le savoir. J'ai envie de savoir si je viens ce jeudi, etc. Ça vaut le coup. Et ça marche si le taux de flex office, il n'est pas trop optimisé, comme on l'a vu précédemment. C'est-à-dire que quelque part, là, le fonctionnement fluide en bonne intelligence agile, pour reprendre les termes classiquement utilisés, il ne marche que si j'ai quelque chose, un espace de travail qui m'offre de la flexibilité et qui donc propose des ratios qui me laissent des marges de manœuvre. Et moi, je dirais que malheureusement, dès qu'on rentre dans l'obligation de gérer, de planifier, parce que j'ai des pics de présence qui dépassent par exemple mes jauges, parce que j'ai des équipes qui sont trop nombreuses sur le même plateau et donc il faut que je gère leur présence simultanée, eh bien le coût pour l'encadrement de gestion, qui n'est pas du tout neutre, le coût de gestion pour les salariés, qui, eux, vont le voir surtout comme une perte de liberté du droit au télétravail, parce qu'on peut avoir des accords d'entreprise qui disent vous choisissez les jours de télétravail comme vous voulez, sauf qu'il y a toujours une petite ligne qui dit à validation avec le manager. Et à la fin, ça se transforme en ah mais oui, mais il ne faut pas que tu viennes trop souvent le vendredi, enfin que tu sois en télétravail trop souvent le vendredi parce que voilà, sinon on a trop de monde le lundi, il faut lisser la présence. Et ça, c'est un sujet de gestion nouveau que personne n'a envie de passer du temps à le traiter. Alors, ça renvoie d'ailleurs à la question de l'équation économique du passage au flex office. Parce que de la même façon que l'on a dit qu'on libérait des mètres carrés, vous pointiez du doigt, et on peut regarder d'ailleurs la slide, elle est intéressante, du fait que le projet, ce n'est pas uniquement introduire de la souplesse, institutionnaliser le télétravail, il y a d'autres aspects, celui de l'investissement, de l'aménagement, de repenser les locaux, la gestion de ces espaces et doter l'entreprise des outils pour gérer ces espaces, c'est une autre dimension. Alors oui, donc sur l'aspect, je dirais, purement économique, le flex office en tant que tel, lui, c'est un coût ponctuel. Parce que ce qui produit de l'économie, c'est le télétravail et la réduction des mètres carrés. Donc le flex office, lui, il amène avec lui des enjeux d'aménagement qui se traduisent en équipement, notamment par exemple pour diminuer la propagation du bruit, ce qui est vraiment l'un des fléaux de l'open space. Et en flex office, là pour le coup aussi, je peux dire qu'on ne voit pas de flex office avec bureau fermé, c'est du flex office en open space, ça c'est vraiment le cas standard.
et puis même, je n'ai même pas d'exception du tout. Il y a la question, on l'a évoqué tout à l'heure, des équipements collectifs de réunion, puisque les salariés viennent plus au bureau pour communiquer, pour se coordonner avec leurs équipes, et ben, ils ont tendance à être plus demandeurs de zones pour s'isoler avec des collègues, ou même on voit par exemple des cabines téléphoniques en open space, pouvoir appeler tout en étant juste à côté de son bureau, mais sans gêner tous ses collègues. Il y a des sujets de perturbation visuelle, parce que si je suis dans un espace qui est plus densément occupé et que je vois des collègues sans cesse passer, eh ben, ça me sollicite mon attention. Donc, ça sont des sujets vraiment d'aménagement spatio-fonctionnel. On a des sujets, alors là, post-Covid, vraiment évidents, d'hygiène, qui sont différents, parce que si j'utilise un espace qui est sans cesse utilisé par quelqu'un d'autre que moi, eh ben, j'ai au minimum une attente d'hygiène plus forte vis-à-vis de l'entreprise. Et donc, il faut que l'entreprise me dise que dans mon contrat de gestion, d'hygiène, de nettoyage, etc., j'ai plus que peut-être un coup de chiffon. Je veux d'une désinfection des bureaux. Alors, même s'il peut y avoir des effets positifs, le fait que les bureaux soient plus vides, ça facilite évidemment le nettoyage. J'ai des sujets liés, alors là, un peu réglementaires, mais qui sont en fait très importants, liés à la présence de secouristes, guides CERFIL en cas d'évacuation, incendie, qui, du coup, le Code du travail dit qu'il faut des salariés, des personnes qui sont identifiées comme servant de guide en cas d'évacuation. Comment je gère cette situation dans le cas où je dis installez-vous à peu près où vous voulez, comme vous voulez, même si je mets des zones, etc. Ça, c'est un nouveau sujet à gérer. Avant, quand je faisais une adaptation des postes de travail pour des salariés qui avaient des besoins liés, par exemple, à un siège ergonomique ou un écran plus grand pour des questions visuelles, ou des équipements préconisés par la médecine du travail. Demain, comment je gère ces équipements pour ces salariés-là en mode flex office? Il faut que je les identifie, il faut que je leur mette une place réservée, il faut que je utilise un dispositif pour empêcher qu'ils soient tout le temps déréglés par d'autres collègues qui les utiliseraient quand je ne suis pas là. Donc, par exemple, on a des entreprises qui choisissent de mettre des housses par-dessus pour dire attention, vous ne pouvez pas l'utiliser, mais d'autres qui disent juste oui, on va demander aux salariés de faire attention. Donc on voit bien qu'on a vraiment de grandes latitudes de gestion. On a un sujet équipement. Alors là, si je prends un exemple, parce que je vais prendre l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On va dire ça comme ça, parce qu'on a des entreprises qui font les choses bien, qui disent voilà, je passe en mode en flex office, je réaménage, donc je change tout l'équipement et je standardise tout. Donc ça a plein d'effets positifs, ça a un petit effet waouh sur les salariés qui disent c'est chouette quand même, on a des locaux neufs, on a des équipements neufs, ça fait plaisir. Et puis je vais n'importe où, je me branche, ça marche. Et puis, j'ai l'entreprise qui ne fait pas ça, qui dit je passe en flex office, mais j'ai des écrans différents, des ordinateurs différents. J'ai des salariés qui disent mais j'ai des problèmes de compatibilité de câbles, de ports USB qui ne marchent pas avec mon modèle. Et alors, du coup, là, on voit bien que quelque part, dans ce deuxième cas, l'entreprise n'a pas assumé sa partie flexibilité et elle a voulu faire, j'allais dire, des petites économies d'équipement, mais qui derrière vont produire de grandes contrariétés. Donc, il y a un sujet équipement, ça c'est sûr. Et puis, on a un gros volet qui souvent est sous-estimé, et moi je le trouve très très intéressant, qui touche au fonctionnement de l'équipe. Parce que, par exemple, le fait que vous soyez en télétravail plus flex office pose une question, et de manière différente en fonction des métiers, de comment vous gérez par exemple l'entraide, qui est un gros sujet en équipe. Je n'ai plus forcément le voisin que je connais bien pour me répondre, ou quand je suis pas là, si j'ai un petit problème technique, ça peut devenir un gros problème technique. On a le sujet de la montée en compétences. Par exemple, avant, on avait des entreprises qui disaient je vais faire des bureaux où je mixe des salariés expérimentés et des salariés plutôt juniors. Et comme ça, c'est une manière de gérer la transmission de compétences informelles, et ça participe de la montée en compétences. Mais demain,
si les 3 derniers embauchés qui ont fait le même stage d'entrée dans l'entreprise, qui s'aiment beaucoup, sont toujours ensemble les uns à côté des autres, et ben, vous n'avez plus cette mécanique-là. Donc là aussi, ça pose la question de comment je gère ce sujet, hein, et encore une fois, ça se cumule, là pour le coup, flex office et télétravail se cumulent parce que la question se pose de mon junior, est-ce que quand il vient sur cette journée de télétravail le vendredi, est-ce qu'il y a quelqu'un pour lui passer, pour l'encadrer sur ce sujet-là, hein. Et puis, donc comment je le gère, et le côté flex office qui fait qu'en plus, je vais lui dire, bah, mets-toi un peu où tu veux, même si là aussi, il faut que je dise que les entreprises, et ça c'est vraiment, elles le font toutes, elles définissent, quand elles font un plateau en flex office, hein, elles définissent des zones d'équipe en disant, alors certaines disent des points d'ancrage, en disant, bah, par exemple, telle équipe sera plutôt dans le coin nord-ouest, telle équipe plutôt dans le coin sud-ouest, etc. Et ça sert de point de repère. Mais ça reste des points de repère et les salariés peuvent être amenés, peuvent légitimement se mettre un peu partout. Voilà. Et puis donc, comme on l'a évoqué aussi, il y a des sujets de nouvelles règles d'utilisation de l'espace, nouvelles règles de présence. Qui dit nouvelles règles dit nouveaux contrôles. Parfois, on demande aux managers, et alors là aussi, je trouve que c'est un sujet tout à fait riche, on leur demande de compenser la distanciation, de conserver le collectif de travail. Et c'est un sujet qui, pour moi, est un sujet d'équipe plus que d'un sujet de manager. Et de mon point de vue, hein, l'une des bonnes manières d'aborder le sujet, c'est de dire, OK, comment est-ce que, équipe par équipe, je vais demander à chacune de ces équipes comment elles comptent traiter ces enjeux qui se pensent différemment sur l'esprit d'équipe, le collectif de travail. J'ai un de nos clients, hein, qui conceptualisait le fait, qui identifiait le risque de mercénarisation, hein, Ouais. de ces équipes en se disant, attention, je veux éviter ça, et donc qu'est-ce que je fais? Et là, il n'y a pas de recette miracle qui marche pour tout le monde. C'est forcément à la maille, équipe par équipe, parce que les besoins peuvent être très très différenciés. Et comme on l'a dit au tout début, hein, vous pouvez avoir des métiers qui sont tout à fait demandeurs de flex office parce qu'ils sont travaillés en mode projet et qu'ils ont peut-être aussi une culture d'entreprise ou une culture métier qui les pousse à ça et qui disent, ah bah, c'est super, je vais pouvoir, quand j'en ai besoin, être à côté de machin pour travailler. Et puis d'autres qui sont sur des missions plus structurées, avec moins de variabilité, qui vont surtout voir qu'elles perdent des éléments de stabilité, qu'elles sont obligées de se réinstaller tous les jours, qu'elles sont obligées de ne pas être sûres d'avoir leur place, qu'elles vont perdre des éléments de personnalisation du bureau qui peuvent être écartés de la main en disant, voilà, ça peut être balayé assez vite en disant, oh, c'est pas très grave de perdre sa photo. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, ce sont des éléments de sécurisation, hein, des individus. Quand on marque un peu son espace, on se sent plus en sécurité, on se sent mieux dedans. Donc, ça participe du confort. Voilà. Puis au-delà du confort, ça renvoie à la question que posait Laurence sur la question des salariés qui ont des contraintes d'ergonomie, qui peuvent avoir des situations de handicap qui sont bien gérées sur un poste de travail standard. Dans le mode flex office, c'est un élément compliqué à intégrer. Alors, avec handicap ou sans handicap, hein, parce qu'une entreprise qui veut bien faire et qui achète des sièges ergonomiques pour ses salariés, et qui a formé ses salariés ou qui leur a montré, soyons gentils, qui leur a montré comment on réglait son fauteuil, et son poste de travail, et qu'on met son écran en hauteur, etc. Si je change de poste tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, je règle mon écran, je règle mon fauteuil. J'ai d'ailleurs, l'entreprise a toujours bien, enfin pareil, hein, dans l'exemple, l'entreprise fait bien. Elle vous a dit, je vais vous donner un clavier personnel, une souris personnelle, comme ça, ce sont vos périphériques, pas de problème de nettoyage. Mais du coup, tous les jours, je les débranche, etc. Et ça, ce sont des petites contraintes supplémentaires, mais ce sont des contraintes. Et c'est aussi du temps. Et vos missions par ailleurs, vos objectifs par ailleurs ne changent pas. Donc, évidemment, il y a des choses qui ne vont pas se faire. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui vont laisser tomber le réglage du siège ergonomique en se disant, bah, voilà, tous les jours, je le fais pas.
Et donc là, on voit bien qu'on perd quelque chose et qu'il faut, alors que ces sujets d'ergonomie ont des conséquences sur le long terme, par exemple en termes de troubles musculo-squelettiques. Une question très concrète de Fabienne qui dit, dans les 7 parties du bilan social, est-ce qu'il faut rajouter les conditions inhérentes au flex office? Selon vous, mon cher Jérôme. Alors, est-ce qu'il faut? Pour moi, vous pouvez. Vous pouvez, hein. C'est-à-dire que là, comme je l'ai dit, ce que l'on voit, hein, c'est que le flex office, il touche à des sujets très divers et qui sont des sujets à la fois réglementaires, des sujets d'installation, d'équipement, des sujets d'organisation. Et donc, on peut les faire rentrer dans tous les outils de suivi des conditions de travail, de dialogue social de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si j'ai dit, tiens, je vais demander aux équipes de discuter sur la façon dont elles vont gérer l'éloignement au travail et conserver leur collectif de travail, etc. Est-ce que je traduis ça dans mon document unique voilà. Est-ce que dans la consultation sur la politique sociale, je vais demander à l'entreprise de me faire un point de suivi sur certains éléments de ce passage au flex office, hein, que je sens en train de dériver. Donc bien sûr, il faut le faire au sens où, et en particulier quand l'entreprise vient de passer en flex office, on voit bien qu'il va y avoir un certain nombre de réglages qui vont se faire, de sujets qui ne vont pas être éteints, et que ça va être un objet de dialogue social en tant que tel, hein, et que donc du coup, de mon point de vue, vous avez intérêt à utiliser tous les outils classiques de suivi et de dialogue social pour traiter le sujet. Agnès avait, je crois, une question. Oui, tout à fait. Sur le cadre d'intervention des élus, justement, qu'est-ce que vous préconisez? Quel est-il, tout simplement? Ok. Alors, en effet, c'est assez important de savoir quels sont les leviers que les représentants du personnel ont. Donc, premier point, premier élément incontournable, il faut savoir que c'est un sujet qui est légitimement objet de consultation, que donc l'entreprise doit vous consulter. Donc, si elle n'a pas l'intention de le faire, il faut tout simplement interpeller son président d'instance en lui disant attention, est-ce que vous n'avez pas oublié de prévoir la consultation? Ou alors, moi, ce que j'aime bien conseiller, hein, c'est de demander le planning de consultation. C'est-à-dire, quand est-ce que vous comptez le faire? Si vous ne l'avez pas fait maintenant, c'est probablement un oubli. Donc déjà, c'est un objet de consultation, c'est-à-dire que l'entreprise, elle doit vous informer et après un délai d'1 mois sans expertise ou 2 mois avec expertise, vous demandez un avis, voire plus. Hein, ça, c'est le délai minimum légal. Donc ensuite, si on est dans le cadre d'un projet de déménagement, là, de mon point de vue, il faut tout de suite aborder la question avec la direction du phasage du dialogue. Parce que la direction, de toute façon, ne va pas pouvoir répondre à tous les sujets en une fois. On voit bien qu'au début, quand je suis en train de rechercher dans quel bâtiment je vais m'installer, je ne vais pas du tout pouvoir vous parler de l'aménagement du bâtiment. Mais pour autant, hein, la loi ne dit pas qu'il y a une consultation. Enfin, la loi dit un projet, une consultation. Donc, il faut qu'il y ait une discussion sereine mais légitime sur, du coup, vous n'avez pas toutes les réponses maintenant. C'est normal parce que c'est un gros projet. Faisons les choses. Discutons du projet immobilier dans une première phase. Et puis, discutons ensuite de l'aménagement dans une deuxième phase. Et ces deux sujets sont des sujets de consultation. Parce que les changements, là aussi, sont importants. Dans les deux cas, incontournables. Hein, quand je change de lieu de travail, c'est un objet incontournable de consultation. Et pareil pour l'aménagement des espaces de travail. Donc, quand j'ai obtenu la consultation, en fait, j'obtiens dans la foulée les autres droits. Et en particulier le droit à l'expertise. Donc, le droit au dialogue social, surtout. Hein. Même si après, on ne préjuge pas de comment le dialogue social va se dérouler en lui-même. Mais du coup, quand même, c'est le point de départ. Donc, je tire le fil. Et une fois que j'ai la consultation,
Et ben, au moment où l'entreprise me présente des informations, hein, donc là, elle est censée, comme dans tous les projets importants, présenter le détail du changement et faire une analyse des risques. Malheureusement, ce deuxième sujet passe vraiment souvent à la trappe. Nous, on le voit que très rarement, que ce soit pour les projets de FlexOffice ou les autres projets. Hein, ça, c'est vraiment un héritage du CHSCT, donc du Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail, que les directions veulent oublier. Je peux le comprendre, hein, parce que c'est du travail pour elles, mais c'est incontournable de chercher, enfin de faire et présenter une analyse des risques du projet et les mesures de prévention associées. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un bon indicateur pour les représentants du personnel de l'investissement qu'ils vont devoir avoir sur le sujet. S'ils voient quelque part si la direction leur présente une analyse des risques, bah, ils peuvent se dire voilà, les choses sont bien, elles sont carrées, je suis en confiance. Et puis si à l'inverse, vous n'avez pas d'analyse des risques, bah, c'est un élément pour se dire oh là là, attention, ça veut dire que je vais devoir plus travailler ou faire appel à un expert parce que la direction, elle n'est pas en train de me rassurer. Elle me dit, comme on voit parfois, bon, c'est juste un petit aménagement de l'open space, hein, c'est pas un gros sujet. Et il y en a qui le prennent comme ça. Hein. Mais inversement, comme je vous l'ai dit au départ, on a vraiment les deux spectres. Donc, pardon, je rebondis sur la question de Christophe sur le sujet. C'est un sujet qui doit être abordé, enfin qui doit être décrit dans le DUERP, le document unique d'évaluation des risques. Ah ben, toutes les conséquences ou tous les changements que vous allez... on a décrit tout à l'heure dans le camembert hein, la nature des changements, la nature, la nature des enjeux. Ces enjeux-là, derrière, il y a une réponse. Il peut y avoir une réponse. En tout cas, de mon point de vue, il doit y en avoir une. Et donc, oui, absolument, un certain nombre toutes les mesures de prévention que je vais dire vouloir mettre, hein, que l'entreprise va valider, il faut qu'elles soient déclinées dans le document unique, parce que derrière, vous connaissez par cœur le sujet, hein, c'est pas parce que j'ai dit que j'allais le faire que sur le terrain, ça va se reproduire et ça va s'activer. Et donc là, on est dans le rôle ultra classique des représentants du personnel de dire oh, attention, sur le terrain, ça s'est pas forcément produit comme vous l'aviez dit et on l'a bien mis dans le document unique. Donc là, hein, le document unique vous servira à suivre, à rappeler à l'entreprise les décisions qu'elle a prises sur le sujet. Et franchement, pour chacun des icônes, vous pouvez avoir une ligne dans le document unique. Hein. Ouais, et d'où l'intérêt de se faire accompagner. Donc la consultation unique, c'est pas adapté. La consultation basique, simpliste, eu égard à tout ce qu'on décrit comme complexité, nature des enjeux. Alors, si vous en êtes à la phase où le bâtiment est déjà choisi et où vous êtes à la phase d'aménagement, si, là, on sera dans une consultation unique, mais parce qu'on est, en fait, j'allais dire déjà à la phase 2. Vous voyez. Ouais. Et donc, moi, parfois, tout simplement, vous n'avez pas... il y a eu des échanges avant, mais ça ne s'est pas formalisé en consultation. Et les élus arrivent à la phase où on leur parle de projet d'aménagement. Et donc là, j'ai envie de dire qu'on est dans le cœur du dur, c'est là où tous ces sujets-là se déploient. Donc là, il peut y avoir une consultation unique. Après, c'est parce que ça voudra dire en creux que des sujets de fond liés au choix du bâtiment, donc à sa taille, donc au déplacement des salariés, ont déjà été décidés. Donc, s'il y a eu consultation unique en phase 2, on en discutera, mais on en discutera pour le plaisir, parce que finalement, il n'y aura pas de solution, ou en tout cas, les solutions seront très marginales, parce que voilà, il y a des sujets de fond qui ont été déjà décidés. Ouais, Agnès avait une question, je crois. Agnès, je te laisse activer ton micro. Non, ton micro. Ah, pardon. Concernant les élus, est-ce qu'il y aurait un plan d'action que vous préconisiez? Alors, donc, moi, ce que je dirais, c'est que donc, une fois si on est dans une phase de consultation, un des premiers enjeux qui
bien souvent n'est pas traité par les directions, c'est de différencier les populations au sein de l'entreprise. Parce que les projets immobiliers et les projets de réaménagement, ils sont conçus un peu quand même toujours de la même manière, c'est-à-dire je vais faire une charte d'aménagement qui marche pour tout le monde et c'est compliqué de faire des adaptations, etc. Donc je fais quelque chose de global. Et ça, c'est plus vous êtes dans une grosse entreprise, plus c'est vrai, parce que vous allez avoir une grosse entreprise qui va même définir une charte d'aménagement groupe pour toutes ces entités. Or, les besoins métiers, qui sont très opérationnels, très terrain, peuvent être significativement différents. Et donc là, vraiment, ça fait partie de la plus-value des élus que de les remonter, donc de les identifier, d'aller voir ses collègues dans les différentes équipes et de se dire, voilà, est-ce que demain, si on passe en flex office, est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques par rapport à toi, par rapport à ton métier? Donc, je vais vous donner des exemples. Typiquement, vous allez vite identifier que vous avez certains métiers, certaines activités qui peuvent être très génératrices de bruit, parce que vous avez une équipe de commercial, et que vous avez d'autres équipes qui travaillent sur du traitement de dossiers parce que c'est de la facturation. Et donc, elles ne sont pas du tout les mêmes demandes, les mêmes attentes. Et si vous les mettez, si vous n'organisez pas leur séparation, ça va frotter, mais pas parce que les salariés sont de mauvaise composition, mais simplement parce qu'ils ne travaillent pas de la même manière, qu'ils ne sont pas le même contenu dans leur activité. Donc ça, ces différences, vraiment, elles font partie des sujets que les élus peuvent aller traiter sur le terrain. Ensuite, écoutez, avec les sujets qu'on a évoqués, vous avez quasiment une grille de lecture pour passer le projet au tamis, et dire, voilà, sur les sujets d'aménagement, sur les sujets d'équipement et de gestion, sur les sujets organisationnels, quelle est la réponse de l'entreprise? Qu'est-ce que la direction a à dire? Et de ce point de vue-là, c'est une grille de lecture efficace, une grille d'interrogation efficace du projet en consultation. Après, en fin de consultation, on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme changement de la direction? Alors là je vais dire, c'est une préconisation classique de toute consultation. On va regarder la direction dans le blanc des yeux et lui dire, du coup, ça fait 1 mois qu'on parle, qu'est-ce que vous avez changé au projet? Voilà. Histoire de dire, voilà, est-ce que nos discussions ont été utiles? Est-ce que les éléments qu'on a amenés, donc là, ça fait partie des trucs et astuces du représentant du personnel pour aider à faire bouger les lignes. Mais si on a remonté des éléments terrain, généralement, on a des bons arguments. Et en tout cas, par exemple, dans l'expertise, nous, c'est par défaut ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une analyse terrain auprès des salariés, parce que ça nous amène des éléments opérationnels qui sont difficilement contestables et donc qui facilitent le fait de faire bouger les lignes. Donc, voilà. Ouais. Oui, c'est une bonne réponse et c'est intéressant de l'expliciter. À la question de Marilyn qui dit, elle raconte l'histoire de son organisation, et elle demande pourquoi qu'apporte l'expertise aux élus. Et elle explique qu'en 2024, son organisation déménage dans un immeuble de grande hauteur, flex office, zéro papier, mobilité, grande transformation des conditions de travail. Et dit-elle, une majorité des élus n'a pas voté pour une expertise en CSE. J'ai envie de dire, c'est vraiment là la prérogative des élus que de jauger à chaque situation si ça vaut le coup ou pas. Comme tout à l'heure, je vous disais, si la direction vous présente une analyse des risques détaillée, c'est un élément rassurant. C'est un élément sécurisant sur la conduite du projet. Je le pense, c'est exactement ça. C'est que la question, elle est toujours la même. C'est comment est-ce que la direction vous rassure sur sa conduite du projet. Ouais. Si vous êtes rassuré, parce que vous voyez que justement, un certain nombre donc elle a fait une analyse des risques, donc elle vous présente une vision critique de son projet, moi j'ai envie de dire, ça a quand même tendance à on a envie de se dire, les choses sont bien faites, et du coup, je vois que les conditions de travail ont été pensées au moment du projet, alors même si après je ne suis pas d'accord avec toutes les réponses, mais en tout cas, je vois ça. Si à l'inverse, ça c'est le meilleur des mondes. Eh bien sûr. Non, mais voilà. Si à l'inverse, la direction dit ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, ça va bien se passer.
c'est là où on dit oui, non, mais moi j'ai besoin d'arguments. Juste me dire faites-moi confiance, c'est un peu léger. Et donc, qu'est-ce que apporte l'expertise dans ce cadre-là? C'est que nous, fondamentalement, déjà, on est des spécialistes du sujet, alors que les représentants du personnel ne le sont pas. Et c'est pour ça que moi, je vois parfois des représentants du personnel qui se posent la question, me disent, mais est-ce que ça vaut le coup sur un flex office? C'est pas forcément un gros sujet de faire appel à un expert. Et puis quand on leur échange avec eux sur ce qu'on a passé en revue, hein, tous les thèmes, ils se disent, ah ouais, mais en fait, j'avais pas pensé à tout ça. Et c'est normal. Et c'est normal parce que ça a l'air anodin comme changement. Enfin, ça a l'air anodin. Ça a l'air de pas prêter à conséquence. Mais quand on creuse, on se rend compte que ça a beaucoup de sujets. Donc l'expert, il a cette grille de lecture et il va faire ce travail de terrain, de rapprochement avec le terrain pour les enjeux. Il va faire ce travail de rapprochement avec la direction sur ces thématiques, voir son positionnement. Et surtout, il va objectiver des préconisations, hein, des argumenter pour convaincre. Enfin, convaincre, c'est pas lui qui va convaincre, c'est les représentants du personnel, mais du coup avec un argumentaire pour dire attendez, vous proposez ce changement, ça a telle conséquence, vous avez décidé d'augmenter la densité et pour autant vous n'avez mis aucune mesure, aucune cloison de prévention du bruit, vous avez mis les commerciaux à côté de la zone, le point d'ancrage des commerciaux, il est juste à côté du point d'ancrage de l'équipe facturation. Ça va forcément causer des problèmes. Il faut les changer, etc. Donc là, l'expert vous aidera à chercher à améliorer le projet ligne à ligne. Hein. J'ai envie de dire souvent, mon seul critère de réussite, c'est est-ce que le projet a bougé? Chaque fois que j'arrive à le faire bouger. C'était la question de Jean-Marc. Et comment est-ce qu'avec un rapport d'expertise, on peut faire en sorte que les recommandations soient suivies par la direction? Eh ben, en étant bon, Jean-Marc. Franchement, j'ai envie de dire, l'expertise a les mêmes limites que celle du dialogue social. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un expert que la direction va faire des choses plus ou moins qu'avant. Mais la différence, c'est que on a quand même, je vais dire, quelques avantages sur les représentants du personnel. Le premier d'entre eux est qu'on a un tiers extérieur et que l'entreprise, les directions se comportent toujours un peu différemment avec nous. Hein, parce que devant le tiers extérieur, qui en plus va argumenter, qui en plus va écrire un rapport qui va rester, eh ben, la direction, elle se sent obligée de répondre, et à juste titre, parce que on a créé une pièce qui reste, qui peut être utilisée par les salariés, qui peut être utilisée par les représentants du personnel si demain il y a des problèmes. On pourra dire, regardez, vous avez été prévenu par l'expert, etc. Donc, il y a les retours d'expérience, c'est-à-dire que vous avez une vision, on parle beaucoup de benchmarking, vous savez ce qui se passe ailleurs. Alors voilà, exactement, ça fait aussi partie de nos petits atouts, c'est qu'on peut dire aux directions, bah, attendez, sur le marché, vous êtes un peu les seuls à faire ça, ou même, tout à l'heure, je vous parlais de petits détails, mais j'en prends un, c'est un exemple, hein, de la solution d'une housse sur des équipements pour labelliser que des équipements adaptés à des salariés ne soient pas utilisés par d'autres. Bah voilà, on va proposer ce genre d'évolutions qui sont vraiment anodines. La direction n'a aucun moyen de répondre, ah non, j'ai pas les moyens pour des hausses, machin, mais voilà, qui participent in fine à améliorer le résultat. Qu'est-ce que vous pensez, mon cher Jérôme, des work cafés dont parlait Franck, espaces de détente de travail et qui permettent aussi de régler des conflits? Parce que depuis le début, on ne l'a peut-être pas dit de façon aussi claire, mais le collectif, il y a l'équipe, le risque de mercenariat que vous pointiez du doigt, et puis il y a le collectif corporate de l'entreprise. Alors, là, j'ai envie de dire, moi, ça m'évoque ce que l'on entend un peu de côté direction. Alors, certaines directions, c'est-à-dire que, et là, on va reprendre un peu de champ et se placer dans la perspective post-Covid, masse télétravail. C'est que pour un certain nombre de DRH, l'enjeu, c'est de faire revenir travailler les salariés au bureau. Et quand je dis faire revenir, c'est faire revenir avec envie. C'est-à-dire créer des espaces de travail désirables. Donc là, c'est évidemment pas forcément partagé ou pas partagé aussi positivement comme ça, mais néanmoins, il faut avoir en tête que ça fait partie des enjeux qui sont identifiés par les directions
que de sortir de ce moment Covid où vous avez encore des entreprises qui ont des salariés qui préfèrent vraiment le télétravail, qui ne veulent pas revenir au bureau, etc. Et donc, voilà. Donc, dans cette lignée-là, nous, ce qu'on voit, c'est des entreprises qui font des efforts pour rendre les espaces de travail conviviaux dans les nouvelles configurations, dans les nouveaux aménagements. Et l'une des choses, là aussi, que l'on perd dans cette nouvelle configuration, c'est que on peut, dans ces modalités de travail hybrides, moitié présentiel, moitié distanciel, l'entreprise perd une partie de l'innovation, j'allais dire de couloir. La fameuse machine à café, Oui. parce que quand on Radio moquette et tout le reste. Voilà. Donc, du coup, bah voilà, certaines entreprises en ont conscience et essayent de compenser et se disent voilà, je vais peut-être pas avoir la même, je vais perdre en communication informelle de couloir, je vais perdre en innovation. Comment je fais pour que je crée des espaces conviviaux, de work café, etc., qui vont permettre de récupérer ça. Donc, de mon point de vue, c'est tout à fait positif quand elles sont dans cette démarche, parce que ça montre bien que l'enjeu, il est perçu par certaines directions. Ce n'est pas transparent. Et notamment, on travaillait beaucoup dans les couloirs, quoi qu'en disent les managers passés. Ah non, et tous les travaux des neurologues et des neurosciences sur le sujet, des sociologues aussi sur l'importance du collectif, oui, on les pointe du doigt. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous pointez du doigt est aussi créateur de valeur pour l'entreprise. Ça montre bien que notre sujet est finalement un sujet d'intérêt partagé, de co-construction. Il y a des aspirations, il y a des sujets, il y a un modèle économique qui peut être vertueux pour l'organisation, à condition de l'anticiper, de le régler, de le piloter. Et c'est intéressant de voir émerger comme ça, de façon aussi importante dans beaucoup d'entreprises, un sujet finalement d'intérêt partagé avec les partenaires sociaux. Et je dirais aussi qu'il y a un sujet où il ne faut pas sous-estimer les moyens de l'entreprise liés à à l'utilisation des économies. C'est-à-dire que les économies d'immobilier sont tout à fait conséquentes en termes économiques. Ça se chiffre très vite. J'avais en tête, il faut avoir en tête que en région, à Paris par exemple, le mètre carré de bureau, il est autour de 600 € à l'année. Donc, on est sur des volumes qui vont se compter alors, petite entreprise et encore, même petite entreprise, même PME, on est déjà, même une PME de 100 salariés, on est déjà sur des centaines de milliers d'euros d'économie. Donc, une grosse entreprise, on est sur des millions d'euros d'économie. Ça veut dire, donc récurrent chaque année, Ouais. ça veut dire que quand on discute de moyens pour adapter ça et voir répartition de la valeur ajoutée, eh ben, l'entreprise, elle n'a pas les poches vides. Elle a des choses, elle ne peut pas dire ah ben non, c'est compliqué, je n'ai pas de sous, je suis encore dans des projets d'économie. Non, là, il y a des moyens, donc il y a des leviers. J'ai en tête un DRH du CAC 40 qui me disait pour son siège parisien, il était sur 17-18 000 € par salarié par an de coûts sur son siège. Alors, c'est peut-être des cas extrêmes, mais on est, comme vous le disiez, cher Jérôme, sur des montants conséquents, ce qui permet de discuter. Ce qui peut nous renvoyer d'ailleurs à d'autres sujets que nous pourrons explorer sur les webinaires, c'est accompagner, c'est aussi la question de l'indemnisation en contrepartie du télétravail, des moyens, du matériel mis à disposition, des aides à la mobilité, parce que autre sujet intéressant qui a transparu dans quelques questions, c'est la dimension environnementale aussi de l'exercice. Ah oui, alors ça, environnemental, déjà, vous êtes excellente, vous avez absolument raison d'amener le sujet, parce que déjà, rappelons que, et je le vois malheureusement trop peu, qu'aujourd'hui, que le fait que les directions doivent amener un bilan environnemental dans leur projet. Que ça doit faire partie des consultations, et que si ça ne l'est pas, les représentants du personnel peuvent le demander légitimement. Et alors, j'ai envie de dire d'autant plus légitimement que dans le cas de réduction de surface, l'entreprise a en théorie des choses positives à dire. Je vais diminuer ma surface, donc ma consommation d'énergie, donc mon chauffage, etc.
Donc là, c'est sûr que c'est un sujet qui est tout à fait, tout à fait légitime et qui ne doit pas être oublié, surtout que parfois, il n'est pas existant, enfin, il ne s'incarne pas. J'ai en tête une entreprise qui dit qu'elle va faire des économies, mais en fait, elle fait, comme on l'a dit au tout début, plutôt un passage en flex office de principe pour dire, bah voilà, il faut que les salariés s'habituent quelque part. Oui, sauf que du coup, tous ces arguments sur les gains disparaissent parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de gain économique, il n'y a pas de gain de CO2 en CO2 produit, etc. Et donc, du coup, on se dit, bah oui, c'est pour le principe, mais si c'est un principe et qu'il n'y a pas de gain, c'est pas très rationnel comme décision. Voilà. Alors, Laurent ouvre d'ailleurs une autre question. Sobriété énergétique, est-ce que le déménagement remet à zéro le bilan relatif au décret tertiaire? Oh! Ah! Alors là, Laurent, je ne voulais pas vous répondre du tac au tac sur un sujet aussi sérieux. Non, là, mais Laurent peut revenir vers vous et vous contacter pour prolonger, parce que pour le coup, il y a matière à explorer. C'est peut-être l'ouverture à d'autres thèmes de prochains webinaires, parce qu'on voit qu'on a ouvert un sujet sur lequel il y a matière à échange et partage. Malheureusement, on a déjà dépassé notre temps de 5 minutes, donc j'ai un engagement moral envers tout le monde. J'espère ne pas avoir oublié de questions majeures. Je vous livre juste des petites réflexions. Christophe qui nous dit que vous êtes intervenu chez eux et que ça a été très important dans l'accompagnement. Donc, retour terrain qui valide. Olivier dit, c'est bien gentil tout ça, mais le baby-foot, on le met où? Et derrière la blague nous renvoie quand même à la question du plaisir, de la convivialité, du collectif, qui sont des éléments, alors si c'est de création intellectuelle, aussi de création dans l'entreprise d'une valeur informelle, difficile à mesurer, dont on mesure la destruction a posteriori. Absolument, et qui renvoie au thème qu'on s'est partagé, c'est-à-dire à savoir comment est-ce que dans cette nouvelle configuration, on rend le bureau, l'espace de travail bureau désirable et non pas un repoussoir. Et donc là, ça nécessite de faire des bons réglages et d'avoir peut-être parfois le pied pas trop lourd sur le désir d'économie. De mon point de vue, c'est malgré tout, ça reste très, très lié à la densité qu'on va chercher à avoir. Et je dirais que voilà, quand on veut donner un avis en 2 secondes sur ce type de projet, si on a serré trop fort la vis sur le volume d'espace, eh ben, on aura tous les problèmes dont on a parlé, pas envie d'aller au bureau, des problèmes de bruit, des problèmes de gestion, et inversement. Donc, attention à l'économie immédiate de court terme, ce qui n'exclut pas une plus grande efficience, création de valeur. Mais si le tenant immédiat est la maximisation de l'économie, il y a une multiplication des risques pour tout ce qu'on vient de se dire. Mon cher Jérôme, j'ai envie de vous remercier beaucoup parce qu'on a ouvert un sujet passionnant. Vous avez été nombreux à répondre et ceci n'est que justice au regard de l'importance du sujet, de l'actualité brûlante du sujet. On y reviendra. Alors, il y a eu beaucoup de questions, mais on vous l'a dit, vous recevrez le lien vers le replay parce que certains ont dû nous quitter avant la fin. N'hésitez pas à le partager avec vos confrères, vos amis élus dans votre organisation parce que il y a matière à travail, mais c'est un sujet passionnant qui impacte nos vies quotidiennes, qui impacte les élus bien sûr, mais qui impacte les collaborateurs de toutes les organisations, mon cher Jérôme. Et je dirais que c'est un sujet d'une actualité brûlante. Vraiment, nous, ça fait maintenant presque 2 ans qu'on accompagne beaucoup d'élus sur des projets de réaménagement, déménagement, passage en flex office, de manière vraiment plus significative qu'avant. Et je pense que ce n'est pas fini. On va continuer sur cette lancée. Le changement, il est vraiment acté aujourd'hui par les directions d'entreprise. Et donc, je ne sais même pas quand ça va s'arrêter. Oui, alors c'est plutôt voilà, une dynamique inéluctable. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne soit pas subie et qu'on ne découvre pas au dernier moment et qu'on ne soit pas les pompiers à essayer de gérer les urgences. Tout ce qui peut se planifier et s'anticiper sera facteur de sérénité et de bon fonctionnement. Merci. Alors oui, Isabelle, on pensera à vous. On va y réfléchir pour un nouveau webinaire. C'est bien noté.
Merci à vous tous d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Merci beaucoup à Jérôme pour ce partage. Merci Fabien, Jérôme. merci aux intervenants et aux questions. C'était évidemment un plaisir. Plaisir partagé. Merci à tous et à très bientôt Merci pour à la tous. suite de ces débats sur CSE Matin. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au Bonne revoir. journée, au revoir.